Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. L'autre jour, par l'un de ces hasards mystérieusement calculés par les réseaux sociaux, je tombais sur le post d'un jeune aspirant acteur qui posait une question saugrenue. Quelqu'un peut-il me recommander un agent artistique ? Je voudrais me vendre à Gaumont. S'en est suivi une longue discussion au cours de laquelle est réapparue une vieille légende urbaine. À savoir que le métier d'agent artistique était interdit en Belgique car il y est apparenté à du proxénétisme. Rien ne vient étayer cette légende. Le métier d'agent artistique est bien légal en Belgique, même si sujet à une autorisation. La réalité est qu'il en existe même en Flandre, mais à ma connaissance, pas, ou aucun de sérieux, en Belgique francophone. La raison en est, à mon avis, bien plus prosaïque. Comme beaucoup de choses chez nous, le métier est tout simplement phagocyté par le marché français. Quiconque espère travailler en France doit s'adjoindre les services d'un agent français, où le métier est une porte d'entrée presque obligatoire pour un acteur. Et ceux-ci gèrent aussi, tant bien que mal, les contrats belges. Tout au plus a-t-on en Belgique quelques agents de casting qui gèrent peu ou prou les fonctions d'agent si nécessaire. Il y a néanmoins lieu de se poser la question. D'où vient cette légende urbaine ? Car même si elle n'est pas étayée, elle n'est pas totalement sans fondement. En première analyse, le métier d'agent d'artiste est celui d'un entremetteur. Son rôle est de négocier les conditions, principalement tarifaires, de l'intervention d'un comédien, d'une comédienne, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice sur un projet. Rôle pour lequel il ou elle prend une commission. Par un raccourci un peu rapide, on peut donc estimer qu'il s'agit d'une personne qui se paye sur le travail d'une autre. L'une des caractéristiques du proxénétisme, certes. Mais le terme de proxénétisme ne s'utilise que dans le cas de la prostitution. Alors d'où vient ce rapprochement légèrement diffamant ? Bien sûr, les vagues d'accusations récentes, dans lesquelles des agents ont soit ostensiblement fermé les yeux, soit, dans le cas de certaines des accusations de MeToo garçons, ont été les abuseurs, ont fait ressortir tout ce pan dégueulasse de la production cinématographique. Et cela n'a pas redoré le blason de ce métier ténébreux, accusé de pourvoir les puissants du milieu. Mais pas que dans le cinéma, le préjugé colle au métier depuis l'existence des impresarios de théâtre au XVIIe siècle. C'est probablement ce côté pourvoyeur de chair fraîche, couplé à cette participation en partie autoproclamée au petit monde de ceux qui font le cinéma, qui donne au métier sa réputation si peu flatteuse. Reste qu'il y a toujours lieu de s'interroger, avant de se demander quel est le rôle réel dans l'économie du cinéma, sur les raisons qui font entrer les agents dans les cénacles du pouvoir du petit monde de l'audiovisuel. Pour y répondre, prenons l'exemple le plus emblématique de ce métier, Dominique Besnéard. L'ex-agent, devenu producteur, et toujours personnage médiatique de premier plan, a fait l'objet d'une enquête récente dans Télérama, sous le titre « L'agent trouble du cinéma français ». Pas de réel scandale susceptible de lui valoir un procès à l'horizon, ni de révélations fracassantes. Juste la description d'une personne qu'on dira entière, et qui révèle assez ce qu'est ce métier. Car Besnéard, du milieu des années 80 au milieu des années 2000, ça a été le faiseur de stars, le roi du casting sauvage, l'entremetteur parfait. On découvre au fil des pages qui lui sont consacrées un personnage qui prend conscience de son pouvoir et qui s'attache à l'entretenir. En se rendant émotionnellement indispensable auprès de ses clients, d'abord. Les quelques citations de Béatrice Dalle à ce sujet sont éclairantes, et la multiplication de la phrase « c'est un ami » qu'il utilise à longueur de temps fait partie intégrante de toute parodie de Besnéard qui se respecte. Au point que, il l'avoue lui-même, il a souvent confondu sa vie privée et sa vie professionnelle. L'article décrit ainsi plusieurs exemples de personnes dont la carrière s'est arrêtée net parce qu'elles ont repoussé ses avances ou ont fait un commentaire sur un geste déplacé de l'agent. La cancel culture n'a décidément pas attendu le wokisme pour sévir, mais elle n'était alors que l'apanage des puissants. Mais quand on parle de Besnéard, le mot qui est le plus accolé est celui de talent. De découvreur de talent à ses débuts, il est devenu le plus grand représentant des talents. Réformateur du métier d'agent artistique en France, il est en quelque sorte celui qui a le plus contribué à ce glissement sémantique.
Les agents artistiques ne sont plus ceux qui débusquent le talent chez quelqu'un, ils représentent ceux qui sont des talents. Et ce glissement sémantique est au centre de leur pouvoir, symbolique et économique. On le sait, le talent est une invention dont l'objectif est de créer de la distinction et de la rareté. Être un talent est donc être un objet rare, une pépite dont le découvreur ou le détenteur est en droit de tirer le meilleur prix. Avoir la main sur des gens qui ne sont pas des travailleurs mais des talents, c'est exercer un double pouvoir. D'un côté, celui de nommer qui mérite d'être un talent, de l'autre, celui de valoriser sa marchandise. Un talent n'est pas un travailleur comme les autres. Un talent fait un film. Et donc, un talent doit être payé beaucoup plus cher qu'un travailleur. Et c'est ainsi que flambent les devis. En créant cette distinction entre travailleurs indispensables, réalisateurs et acteurs, et travailleurs dispensables, se crée un univers où il est parfaitement normal qu'on accède à tous les desiderata d'acteurs et réalisateurs, par agents interposés, et à des salaires qui seraient jugés indécents dans n'importe quelle autre branche d'activité. Tout cela sans que personne n'y trouve à redire. Et c'est aussi comme cela qu'on se retrouve avec des aspirants acteurs qui cherchent des agents pour se vendre à Gaumont. Puisqu'avoir un agent équivaut à être un talent, ne reste plus à cet agent qu'à vous vendre au plus offrant. Mais cela ne nous dit toujours pas à quoi sert vraiment un agent. C'est que, contrairement à la vision glamourisée proposée par la série 10%, initiée par Dominique Besnéard d'ailleurs, cela ne consiste pas uniquement à être une épaule pour les peines de cœur d'artistes ou d'atténuer leurs accès de vanité qu'ils contribuent à créer. Non, le rôle va bien au-delà de cette vision de nounou de luxe surpayé. Il y a tout un travail de négociation de contrats, de droits d'auteur, de pourcentage de recettes, bref, toute une inflation administrative à gérer, pour le coup purement capitaliste puisqu'on crée de l'inexistant. L'image, la valeur du talent, le droit de suite, etc. Toute chose créée de toutes pièces par la fiction du talent, par lequel un métier parvient à s'auto-justifier et à en tirer du même coup du pouvoir. Il y a un homme qui a parfaitement décrit ce genre de métier qui s'auto-justifie par une pure inflation de procédure. Ces métiers qui, dès qu'on en gratte un peu le vernis, révèlent leur nature creuse et inutile. Il s'appelait David Graeber. Et il a donné un nom à ce concept, bien plus réel que celui de talent. Bullshit Jobs. À la prochaine fois.